Yofi. Tov. Eh bien alors, Boker Tov, les Koulam. Boker Tov, et on revient dans notre étude du Rav Kook, Israël ou Triato, dans le livre de Oroth. Et on est au chapitre 6, Perek Vav. Piska Vav, on va dire comme ça. Aefker, Shel Haolam HaMaasi, donc l'abandon de ce monde. Abba mitor ha'itpartzut shel ha'olam haruchani belo seder vetikun shel kodesh כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפתו ברום העליון, ונשאר הציור האלוהי שאין קץ וסוף, ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. Alors, de quoi on est en train de parler? Là, il va y avoir plusieurs piskaot dans lesquels le Rav Kook va soit de manière directe, soit de manière détournée, dire un petit peu ce qu'il a à dire sur le christianisme. Ok? Pourquoi est-ce qu'il en parle ici? Tout d'un coup, il va parler du christianisme. Dans la partie Israël ou Triato, on parle de la résurrection du peuple d'Israël, et donc on parle également de ce que vient apporter le peuple juif comme message, chose qu'il n'a pas pu faire pendant 2000 ans. Si Am Israël n'a pas amené ce message, il y a quelqu'un d'autre qui a amené un autre message. Et cet autre message, c'est le christianisme. Or, et ça on l'avait vu dans Oroth HaMilchama, le Rav Kook voit la Première Guerre mondiale comme étant on va dire le tampon qui vient montrer au monde que le christianisme n'a pas marché. Ok? La Première Guerre mondiale, c'est pour le Rav Kook la preuve de la chute du christianisme. La raison est très simple. Le christianisme, pendant 2000 ans, a prôné l'amour entre les êtres, et ils en sont arrivés à faire la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, la Seconde Guerre mondiale, le Rav Kook ne va pas le voir, parce qu'il mourra en 1935. Mais nous, on sait aujourd'hui, avec du recul, qu'en fait, la Deuxième Guerre mondiale n'est que le prolongement de la Première. C'est juste qu'il y a eu une trêve entre les deux. Donc, si tu veux, les guerres mondiales montrent à quel point le christianisme n'a pas marché. Si pendant 2000 ans, tu prônes l'amour, tu prônes l'arrêt de la guerre, tu prônes le Messie qui est et t'en arrives à des centaines de millions de morts. Les deux côtés sont chrétiens. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc c'est pour le Rav Kook la preuve que le christianisme n'a pas marché. On peut parler d'une autre lecture. Bon, c'est l'Occident, c'est l'Europe. C'est quoi la le chute. Mais c'est quoi l'Occident? C'est le christianisme. Ok. Voilà. Bah, mais bon, il y a une lecture différente, quoi. Non, c'est pas une lecture différente. C'est l'Occident. Certes, au XIXe siècle, a voulu aller vers la laïcité, mais il n'empêche qu'il a hérité de toute la culture chrétienne depuis 2000 ans. Que ce soit d'ailleurs catholique, protestant, c'est pas le débat. C'est-à-dire que le monde chrétien, c'est le monde occidental. Qu'il soit plus ou moins religieux. Oui, non, parce qu'il y a l'émergence quand même du protestantisme, notamment aux États-Unis, excuse-moi, chrétiennes en Amérique du Sud. Excuse-moi, le protestantisme, c'est pas chrétien? Oui, mais justement, mais l'émergence aux États-Unis. Mais mon ami, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas encore un rôle. Non, justement, c'est chute et montée. C'est-à-dire que maintenant, tu vas voir l'Occident qui va continuer du point de vue des États-Unis, mais ça ne change rien. Les États-Unis n'est pas un pays de paix. Tu veux qu'on fasse la liste de toutes les guerres dans lesquelles ils ont été impliqués? C'est-à-dire, donc ça ne change rien. Bekitsour, donc, le Rav Kook ici nous parle du problème qu'a mis en avant le christianisme. Ok? Alors allons-y. Aefker shel haolam haruchani. Shel haolam hamaasi, c'est ça. Aefker shel haolam hamaasi. Le fait d'abandonner ce monde-ci. Ben oui, le monde chrétien, il a fait une séparation entre l'Église et l'État. Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. D'un autre côté,
eh ben, c'est rentré également chez nous. On a des gens qui pensent qu'il y a un idéal de s'éloigner de Olam Hazé. Rester enfermé au Beth Midrash. Ça existe aussi. C'est une conception chrétienne du monde. Ok? Donc nous dit, Aefker shel haolam hamaasi, haba mitoch itpartzut el haolam haruchani. Pourquoi tu abandonnes ce monde-ci matériel? Parce que tu fonces vers le monde spirituel. Alors on pourrait dire, bah, c'est génial. Non, parce que Belo seder vetikun shel kodesh. Bon, il n'y a pas de livre. C'est pas qu'il n'y a pas de livre, c'est que des fois il y a des livres, mais tu les étudies mal. Ok? Dans les tribus, il y a des tribus qui restaient toute la journée en train d'étudier. Ah bon, c'est qui ces tribus-là? Chrétiens. C'est qui ces tribus-là? Tu parles de l'accord Issachar ou Zevulun? Voilà, Issachar. C'est ça que tu parles? Il y avait Issachar qui était Ouais. en train d'étudier. Après, tu avais, il me semble, les Lévis aussi. Ah, tu parles de l'époque du désert. Même quand ils sont rentrés. Les Lévim, comme les Kohanim, ils n'ont pas de parcelle de terrain. Ok? Certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler. Tu crois que le Maaser, ça suffit aux Lévis pour vivre? Les Kohanim, c'est un statut particulier. Mais c'est très peu de gens. Ok? Et ils ne sont pas dans le Beth Midrash. Ah, les Kohanim, c'est pas. Eh ben, pour ce qui est de Issachar ou Zvouloun, c'est absolument pas que toute la tribu d'Issachar elle était au Beth Midrash et qu'elle sortait pas. Non, non, mais non. C'est vrai qu'ils étudiaient plus que les autres parce qu'ils avaient Zvouloun qui les finançait. C'est d'Agamour. Mais c'est un cas particulier. C'est pas un cas de société. Faut que tu comprennes que l'accord Issachar ou Zvouloun, c'est pas un truc générique. C'est un truc personnel. C'est-à-dire que tu peux, toi, trouver un mec et lui dire, moi, j'ai envie de te financer, toi, et une partie de mon revenu, c'est pour toi, une partie de ton étude, c'est pour moi. Mais ça, c'est que quand ça marche entre un contre un. Certainement pas dans une société. Ça se fait, non? Hein? Des gens qui payent des jeunes pour étudier. Ça, j'ai dit, au niveau individuel, ça peut se faire. Mais certainement pas dans une société. Ils font beaucoup en roule. Ils font beaucoup en roule. Par exemple, à Paris, il y a à Yeshiva Yad Mordechai, ils font beaucoup comme ça. Ok? Non, mais c'est pour dire, quoi. Ça veut pas dire que c'est que chrétien, mais je comprends l'idée. Non! C'est-à-dire, comme on sait D'où pas- ça vient qu'on sépare ce monde du monde du spirituel? Ça vient du christianisme. C'est-à-dire que ça n'a jamais été chez nous. Quand on va financer le Kohen, on va lui donner maintenant Keuna et la Trouma, c'est pas parce qu'on veut qu'il reste au Beth Midrash. Il reste pas au Beth Midrash. Il reste quand il est en mission. Mais même quand il est pas en mission. Le Kohen, il bosse 2 semaines par an. Voilà, c'est ça. Ok, au Beth Midrash. Et le reste du temps, il fait quoi? Mais va chercher à toi. Bah, nous, Bémet. Il savait, c'est la paracha de la semaine. Il fait tous les sacrifices quand même. Il quoi? L'état de Cohen, il s'habille, il se déshabille, ça prend du temps tout ça. Il s'occupe. Mais il bosse que 2 semaines par an. C'est seul parent. Alors, c'est pas vrai ce que je dis parce qu'il y a aussi les fêtes. Donc, ça fait en tout, allez, 1 mois par an. Yallah. Et le reste du temps, il fait quoi? Et encore, attention, pendant le mois, il n'est pas toujours de fonction. Très souvent, il est de garde. Mais il apprend, il est à la Il apprend. C'est hyper pointu, tout ce qu'ils font là. Bémet. Ah, ils font quoi alors? C'est même- Non, je te pose la question sérieusement. Le mec, alors, il apprend. Il y a plein d'halachot sur le Beth Amikdash, tu as tout à fait raison. Alors, pendant 2 ans, il va se concentrer à étudier les halachot. Le Kohen qui a déjà 20 ans d'expérience, tu crois qu'il ne connaît pas les halachot? Mais c'est pas une acquisition du cœur. Il doit Attends, constamment se renouveler. Mais excusez-moi. Non, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Un mec qui est chochet, il y a plein de halachot sur la shrita. Une fois qu'il les a apprises et qu'il a maintenant, en plus de ça, 10 ans d'expérience derrière lui, les halachot, elles ne changent pas, hein. Il révise. Il révise, ok, c'est très bien de réviser. Ça lui prend 11 mois par an. Bon, attends, tu comprends? Non, mais sérieusement, donc qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il s'embête? Il a un rôle, le Cohen. C'est quoi? Jusqu'à un certain moment, jusqu'à dans le Bnei Akiva, il a un rôle
d'action. Assieds-toi, Même Chalar, il fait partie du gouvernement. Non, Et non. ici, il y avait une sorte de. Il était Kodesh et un Tochol. Le Cohen, je suis très terre à terre. Qu'est-ce qui fait Monsieur Cohen? Vous connaissez certainement un Cohen dans votre entourage. Monsieur Cohen, il fait quoi quand il n'est pas au Beth Amikdash? Il se la coule douce? Mais non, puisque la Trouma, c'est pas suffisant pour vivre de toute façon. Non, non, la Trouma, elle est maintenant de Keuna, ça suffit. C'est pas le Lévi. Il fait quoi, Monsieur Cohen? On offre des livres qui fait c'est pas lui qui fait des. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Oui. Les amis, venez, on se reconcentre. Temps mort, temps Il mort. a une famille. Attends, il a des temps enfants. mort, temps mort. Temps mort, temps mort. Monsieur Cohen, il y a dans tous les Kohanim 24 équipes de Kohanim. Il y a 52 semaines dans l'année. Donc il va bosser 2 semaines par an dans son équipe. Et si tu rajoutes aussi les fêtes de pèlerinage dans lesquelles il est quand même de fonction, alors je dis, ça fait 1 mois où il est au Beth Amikdash. Il bosse pas tout ce mois-là, il bosse pas, mais il est quand même en Konenout. Il est en stand-by. Il est en garde au Beth Amikdash. D'accord. Et le reste du temps, Il s'occupe de sa famille. il va quoi? Il va faire des tioulim. Ça veut dire quoi? Il s'occupe de sa famille. On a compris, il va travailler. Tu comprends? Oui. Ah non, il va pas travailler. Il est au Beddin aussi, peut-être. Ah, il va être au Beddin, il va de ville en ville, il enseigne la Torah, il s'occupe de faire l'assistante sociale, il va régler les problèmes du Ham Israël. Ouais. Mais c'est pas mal. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais il est complètement impliqué dans ce monde. C'est pas parce qu'il n'a pas un champ qu'il n'est pas impliqué dans ce monde. D'accord? Il est absolument pas enfermé au Beth Midrash. Ça veut dire qu'il n'étudie pas, des fois il étudie aussi. Mais il est complètement dans ce monde. Ok? Donc dans le judaïsme, ça n'existe pas que tu es enfermé au Beth Midrash. Même Issachar, il bosse. Il bosse pas beaucoup parce que Zvouloun le finance. Mais Issachar, il a lu la Mishnah dans Pirkei Avot. Issachar, il sait qu'il y a fait Talmud Torah im derech eretz. Sheyegiat shneem mashkachat avon. Vechol Torah she'ein ima melacha sofa betela vegoreret avon. Il a lu la Mishnah qui te dit que c'est bien d'étudier et de travailler. Que ce n'est qu'en faisant les deux qu'on est préservé de la faute. Et que toute Torah qui n'a pas avec lui du travail, eh bien, finira par être annulée et t'amènera à fauter. Bon ben voilà. Donc, ce que je dis, c'est que, au niveau juif, le concept du Beth Midrash 100%, du Kollel, n'existe pas. Le Kollel, c'est une invention récente. De combien de temps à peu près? Alors, le premier Kollel officiellement à Kovno, en 1878, c'était pas un vrai Kollel parce qu'ils allaient quand même travailler. Les Kollelim tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est après la Shoah. Ah, c'est très très récent. Très très récent. Oui, Parce qu'ils ont dit. tout à je veux fait. dire, Tu as raison, ils ont dit ça. Ils ont dit que finalement, la matérialité, elle est arrivée à un point. Ah non, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est une des raisons que j'entends. Ah, c'est faux. Ils ont dit, très terre à terre, ils ont dit, et la sot lachem et feru toratecha, c'est des fois pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Et on sait tous que le Kollel, c'est pas l'idéal de la Torah. Aval, la Torah a été décimée pendant la Shoah. Et nous n'avons plus de Talmidei Chachamim, il faut générer une nouvelle génération de Talmidei Chachamim. Donc, on va aller inventer le concept où on étudie tout le temps pour faire des gens qui sont dans la Torah. Officiellement, ça devait durer 2 générations. Ouais, c'est ça, ça n'a qu'un temps. Mais ils ont bien kiffé l'idée. Et donc aujourd'hui, ça continue. Ah, c'est D'accord. 2 générations. Et qui a décrété ça? C'est un groupe de rabbinim, le Chazon Ish parmi eux. Ça. Hein? J'ai entendu beaucoup. Entre parenthèses, il a fallu régler le problème de l'argent. Comment on a réglé le problème de l'argent? Bah, justement, ils ont dit qu'il y avait une opulence assez forte après la Shoah. C'est glorieuse. Et donc là, il y a des philanthropies qui ont. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que tout de suite, les gens, ils ont dit, on va financer les Kollelim. Ça va pas ou quoi? Il y a aujourd'hui 2-3 philanthropies qui, tu crois que tous les Bachourei Yeshiva de l'univers, ils sont financés par des philanthropiques? Pas du tout. Comment il s'appelle? Rav Boshko à Lausanne. Il a Ah non, créé- le Rav Boshko, c'est pas un bon exemple. Hein? Le Rav Boshko, c'est pas un bon exemple. Bon exemple. Parce que c'est pas à Lausanne. C'est à Montreux. Lausanne, Boshko. À Montreux, à Montreux. Ah, ça montre ça.
Mais le Rav Bochko, c'est un très mauvais exemple. Le Rav Bochko, à Montreux, il n'a jamais cessé de travailler. Il avait une usine au-dessus de la yeshiva et il bossait. Les barreaux de yeshiva ne travaillaient pas. Pendant un an, ça n'a rien à voir. Ils payaient leur salaire. Les barreaux yeshiva, ils payaient. C'est comme quand tu vas à l'université, tu payes pour recevoir l'éducation. Ça n'a rien à voir. Mon frère était son trésorier, ils n'ont jamais toujours été en déficit, ils couraient après l'argent. Nahon. Tout le temps, tout le temps. Mais le Rav Moshe, il prenait jamais un shekel de la yeshiva. Maintenant, comment concrètement, avant les philanthropes, quand on a mis en place le concept, il n'y avait pas encore de philanthropes. Alors qui c'est qui paye? Même s'il y en avait, ça ne peut pas couvrir tous les collèges. Évidemment. Toujours il est fait en tant ok, mais d'où venait l'argent alors? Ah, d'où venait l'argent, je vais te dire, c'est très simple. Madame. Un peu comme aujourd'hui. Quoi. Ah ben, c'est-à-dire qu'on a continué le même concept. Et madame, sauf que quoi? 10 ans avant que les collèges commencent à pousser, madame, elle n'allait pas travailler. Tu sais pourquoi elle n'allait pas travailler? Parce que tous les mêmes rabbins, ils disaient, Chas v'shalom, c'est assourd, c'est niout. Elle va quand même pas aller travailler avec des hommes et sortir de la maison, machin. Chas v'shalom. Tout d'un coup, on a envoyé les hommes au Beth Midrash, et donc on a dit, il n'y a plus de problème, les femmes peuvent aller travailler. Ah, on a enlevé la phrase Michoul. Il faut peut-être remodifier la. Ah, peut-être. La ketouba, parce que la ketouba, Ah bah peut-être, c'est ça, où il y a marqué que c'est lui qui doit la financer. C'est un problème. Bébête, c'est un vrai problème. Mais Kitsour, tout ça nous a été hérité du christianisme. Et donc il te dit, quand tu vas courir vers la spiritualité, Belo Seder Vetikun Shel Kodesh, ça veut dire, bien sûr qu'il faut étudier la Torah et être dans la spiritualité, bien évidemment, mais c'est Tikun Shel Kodesh. כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, ça empêche la lumière de la sainteté de se développer dans la réalité. Ben oui, parce qu'elle est où cette lumière? Au Beth Midrash. Elle est enfermée dans les murs du Beth Midrash. Car ou Morid et Ergo, il baisse également sa propre lumière. Ou Marshich et Ifato Berum Olam. Ça assombrit la grandeur de la Torah. Berum Elion, c'est ça. Venishar atziyur Elohim she'en ketz vesof. Et après tu penses à Dieu qui est infini. Reshit ve'acharit lerumo. Normalement, Dieu c'est mach venishpal. Ta perception de Dieu, elle est petite, amoindrie et bafouée. Toi, tu es enfermé au collège. C'est pas qu'une histoire de Kollel, t'as compris? C'est une histoire de se détacher de ce monde. Akadosh Baruch Hu, tu l'as enfermé au Beth Midrash. Bah, si bien que j'ai dû me battre avec des élèves cette semaine, leur expliquant que si tu vas faire un métier, t'es pas moins religieux que si t'es au Kollel. Que bien au contraire. Que si tu vas travailler, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Si tu vas travailler ou si tu fais l'armée. Oui, mais bon, là en l'occurrence, ils étaient en France, donc c'est pas... Ben voilà. Évidemment, bien sûr. C'est-à-dire, Oyev, Cheref Hashem, Veim Naval, Naatsu, Shemecha. Nous dit le Rav Kook ici, il cite un verset qui parle de naval. Naval. C'est quoi un naval? C'est un pourri. Naval, c'est un pourri. Ça vient d'ailleurs du bonhomme qui s'appelait Naval à Carmélie. C'était un pourri. Mais être naval, c'est un pourri. Mais vous savez qu'il y a un concept. Laval aussi, c'était un pourri. Comment tu dis? Laval, c'était aussi un pourri. Mais il n'était pas de chez nous. Sans parler de Laval. Et sans parler de la vanne. C'est pas l'heure de faire des vannes. Détaché de chez nous. C'est pas l'heure de faire des vannes non plus. Non. Laval et naval, c'est des pourris. Mais vous savez qu'on peut être pourri, Besséder al-Pi Halacha. Ce qu'on appelle naval birshut Torah. Ça existe. Concept de naval birshut Torah. Le Rambam, il n'accepte pas. Il dit non, mais le Rambam, il te dit non, mais il y a des fois où tu peux être un pourri, la méadrine, mais cachère.
Grave. Je te donne un exemple. Je te donne 2 exemples de Naval Birshut Torah. Je déteste Purim. Disons que je déteste Purim, mais j'ai envie d'être bien avec la halakha. Alors, très simple, le 14 Adar, je vais à Jérusalem. Et le 14 Adar, au coucher du soleil, je sors de Jérusalem, je vais à Tel Aviv. Donc, j'ai pas fait Purim, al pi halakha. C'est Naval Birshut Torah. Ou alors j'ai vu. Le vol de la. Hein? Le je vole une prouta. Voilà. Ou alors j'ai vu qu'il n'y avait pas de la Shonara chronite sur les Goïm, donc je vais faire un journal de la Shonara, la Méadrine en Chine. Et je passe ma vie à faire du la Shonara, mais on ne peut pas m'avoir au niveau halachique. C'est de ça qu'on parle. Et des gens, t'as des gens des fois qui se cachent derrière ça. Prenons des gens qui te disent j'ai le droit de ne pas payer mes impôts. Parce que l'État d'Israël, c'est des réchoïm. Je vole. Et je me cherche des excuses. Pourquoi? C'est moutard. Mais tu voles. Il y a un exemple qui est donné dans la Gemara, dans Masechet Choulin, à la page 110. Masechet Choulin, page 110. On nous raconte une histoire là-bas incroyable que tu peux très mal comprendre ou alors très bien comprendre. Ça dépend si tu es un Bachur Yeshiva ou pas. En général, le Bachur Yeshiva, il comprend très mal la Haggadah. Alors, je vais vous la raconter et vous me dites comment vous comprenez. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Rami. Pas Lévi. Juste Rami. Rami Bar Tamari. On nous raconte qu'il vient de Pumpedita. Et, il va à Soura. Il est venu de Pumpedita à Soura. Seulement, on nous a expliqué, et ça il faut que vous le compreniez, c'est très important pour la compréhension de l'histoire, il y a une grande marloquette entre Soura et Pumpedita. Est-ce qu'on a le droit de manger du kral? Kral. Du kral. Alors, c'est pas du crabe, c'est du kral. C'est quoi le kral en français? Hein? Du quoi? Le kral, c'est noir en arabe. Non. Kral, en araméen, ce sont des pies de vache. Est-ce qu'on a le droit de manger des pies de vache? À Pumpedita, on a le droit. Le Rav des Pumpedita, Rav Yehuda, il m'attire. Et à Soura, on dit qu'on n'a pas le droit. Rav Frisda, il est osser. Parce que c'est de la viande et du lait. Dans le pied de vache, il y a du lait. Alors, à Soura, on dit qu'on n'a pas le droit. À Pumpedita, il dit c'est comme le foie. C'est du sang. On n'a pas le droit. Mais quand on le grille, eh bien, le sang, il sort plus du foie et ça fait partie de la viande. Donc, c'est moutard. Il dit c'est pareil pour les pieds de vache. Si tu les grilles, ben, le lait qui est dedans, il fait partie de la viande et c'est moutard. Ok. Marloquette, Soura, Pumpedita. Donc le mec, Rami, il arrive de Pumpedita, il arrive à Soura. Maintenant, on nous raconte qu'il y a un autre minag à Soura. C'est que non seulement ils ne mangent pas le kral, mais ils ont un minag que la veille de Kippour, tout le monde sort le kral qu'il a chez lui, les pies de vache qu'ils ont chez eux, et ils les jettent dans la décharge publique à la sortie de la ville. Genre on veut être super méadrine, non seulement on ne mange pas, mais en plus on ne veut pas l'avoir à la maison. Ok? Et là on nous raconte que ce Rami, il arrive à Soura, la veille de Kippour. Au moment où tous les mecs sortent de la ville et jettent leur kral, lui il arrive et il dit ah bah tiens, c'est la veille de Kippour, j'ai un peu faim, je vais devoir jeûner, donc il ramasse le kral et il le mange. Il fait crier et tout, il le mange. Et là, il faut savoir qu'à Soura, il y a une police de la Tzniout, une police de la Toiré, qui le voit, il l'arrête et il l'emmène au Beddin chez Rav Frisda. Et Rav Frisda lui dit t'as mangé du kral? Il dit bah oui. Il dit mais ça se fait pas. On n'a pas le droit de manger du kral. Il dit mais moi je viens de Pumpedita. À Pumpedita on a le droit. Ah oui mais mon ami, il y a une halakha que lorsque tu arrives dans un endroit, tu prends le minhag hamakom, tu vas pas commencer à faire à remettre en cause tout et tout le monde va te voir et machin. Il a raison Rav Frisda. Tu viens de là-bas, d'accord, mais là t'es ici. Il dit non. J'étais de l'autre côté du panneau où il y a marqué Soura Barré.
Donc j'étais pas dans la ville. J'étais dans la décharge. C'est de l'autre côté de la ville. C'est pas dans la ville. Ah, d'accord. Hein. Tu essaies de te la jouer formelle. Hein. Voilà. Dis-moi, avec quoi tu les as grillés? Je dis, bah, avec un petit chipoud comme ça. Je dis, bah, peut-être tu l'as volé. Ah, bah non. Je dis, bah non. Il était jeté dans la décharge. Donc les Baalim, ils ont fait Yehush. Ils l'ont jeté dans la poubelle publique. Donc c'est à qui voudra bien le trouver. Ah, encore une fois, tu essaies de t'en sortir comme ça. Je dis, ok. Alors, avec quoi tu as fait le feu pour le griller? Ah, ben j'ai pris des vieilles branches de vigne, toutes sèches comme ça. Ah, mais peut-être c'était Yahin Nesser. Peut-être c'était une vigne qui servait à la Avodazara. Tu sais pas ça? Et c'est interdit. Ah oui, mais non, monsieur. Parce qu'il y a la halakha que si ça fait plus de 12 mois que ça a été abandonné, même si ça a servi la Avodazara, c'est moutard. Ah, comment tu sais que ça fait 12 mois? Je dis, bah, je peux te dire que les fruits qui étaient dessus, ils étaient tellement pourris, ils étaient pourris mamache, que ça fait bien 12 mois. Ah ah. Bon, il voit qu'il s'en sort sur le côté kral. Alors il essaye de le choper sur autre chose, parce qu'il est chutzpan. Alors il dit, hé, hey, comment ça se fait que t'as pas de filine? Ah oui, parce qu'à l'époque, on mettait les filines toute la journée. Donc il dit, comment ça se fait que t'as pas de filine? Ah, je t'ai eu. Il dit, non. Il sort un ishour du médecin, signé par Rav Yehuda, Rosh Yeshiva de Pumpedita, en personne, Ptor mitfilin. Pourquoi? Parce que j'ai des maladies gastriques. J'ai des problèmes de ventre et je vais tout le temps aux toilettes. Et quelqu'un qui a la colique, eh ben, il ne peut pas mettre des tefilines. Ah ah. C'est un malade. Ah! Pourquoi t'as pas de tzitzit? T'as pas de tzitzit? Ah oui, mais tu vois, ça, cet habit-là, hein, c'est ce qu'on appelle talit sheoula. Ça, c'est pas à moi, je l'ai emprunté à quelqu'un. Or, quelqu'un qui emprunte un vêtement à quelqu'un, il n'a pas besoin de mettre des tzitzit pendant 30 jours. Moi, c'est énervé, là. Le mec, il est bon au niveau légal. À ce moment-là, la Gada nous raconte que la police des mœurs amène un autre mec au Beddin, menotté. C'est un jeune, c'est un enfant. Pourquoi on l'amène menotté? Parce qu'il a été surpris sur la voie publique en train de manquer de respect à ses parents. Et là, Rami, il se lève et il dit, libérez-le. Comment ça, libérez-le? Et tais-toi. Libérez-le. Pourquoi il est là? Parce qu'il a mal parlé à ses parents? Mais vous savez pas qu'on n'a pas le droit de juger? Parce que les deux mitzvot assez, où la Torah a précisé quel était le salaire si on les fait, ça veut dire que ça vient pas du Beddin d'en bas, ça vient du Beddin d'en haut. T'as pas le droit de juger des affaires de manquage de respect à ses parents ou de Shiloh Haken. Donc libère-le. Et Rav Frisda, il lui dit, Ata Harif. Ça veut dire Ata Chutzpan. Et là, Rami, il lui dit, ah ouais? Si tu avais été à Pumpedita, je t'aurais montré ce que c'est la Harifout. Je t'aurais montré, moi, ce que c'est. Fin de l'histoire. Moi, ma question, pour voir si vous avez bien compris l'histoire, qui a raison et qui a tort dans l'histoire? Est-ce que vous êtes plus du côté de Rav Frisda ou de Rami Bar Tamari? Non, je pense qu'il est bien charpenté, le type, le jeune. Donc il est chutzpan. Si tu n'es pas chutzpan, tu n'avances pas. Donc, non mais d'accord, mais Rav Frisda, il a raison de dire que c'est Lo Beseder ce qu'il a fait? Non, il peut l'interroger, mais pas le juger, parce que finalement, on a compris que c'est un type qui est balèze, qui a étudié, Alors, tu peux avoir étudié, et justement, étudier et te servir de la halakha pour trouver les interstices. Tu peux, c'est ce qu'il fait. À chaque fois, il te dit non, mais il y a un truc qui fait que ça, c'est moutard pour moi. Ça veut dire qu'il a étudié. J'entends bien, mais comme le mec qui a ouvert son journal de Avodazara chez les Goïm, parce qu'il a étudié, il a vu que ça, c'était moutard. Ou alors comme le mec qui fait pas pourim, mais de manière moutard. Zélosé. Ben, je vais vous dire, les amis. Un Bachou Yeshiva, il dit comme toi. Qu'il a étudié, d'accord, mais Rav Frisda, c'est lui qui est le Rav, et c'est lui qui lui explique qu'il a trouvé à chaque fois des teroutzim. Mais il n'y a pas manqué de respect au Rav Frisda.
Non, il non. simplement- Il a simplement- utilisé des stratagèmes pour faire des choses et Rav Frisda lui dit mais chez nous ça se fait pas ce que tu fais. Ouais, ça va, mais il n'a pas étudié chez lui, il a étudié Oui, mais ailleurs. là maintenant il est chez moi. Il a étudié ailleurs. D'accord, mais là il est, Et il il est est en chez nous. déplacement. Là il est chez nous. Il est chez... D'accord, mais quand tu vas, j'arrive chez Rav Benishai à la choule. Ben, je vais pas moi dire eh ben, c'est moi qui fais la tfila et je la fais en ashkénaze. C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais tu sais pas, tu connais pas le minag du Makom Ah, quand si. tu arrives. Si, c'est pour ça qu'on t'a présenté l'histoire en te disant à Pompédita ils font comme ça, à Soura ils font comme ça. C'est pour te dire, tout le monde sait. Et d'ailleurs, il le sait très bien, puisque quand il le juge, il lui répond à chaque fois oui, je sais que le truc, mais les amis, vous voyez quel problème? On est en train de partir sur des détails. Celui qui a tort dans l'histoire, c'est Rav Frisda, à 100%. Parce que maintenant, venez, on va refaire l'histoire avec des vrais yeux de juifs, pas des yeux de Bachou Yeshiva du Beth Midrash. On parle d'un homme qui vient de Pompédita et qui est arrivé à Soura. Ça veut dire qu'il a marché à peu près 500 km. Là, on commence avec ça. Ensuite, c'est un homme, il arrive à Soura, la veille de Kippour, il n'a rien à manger. Il a tellement rien à manger qu'il est obligé de manger dans une décharge, une poubelle. Vous comprenez qui c'est le bonhomme? Il mange dans les poubelles. Et il est tellement dans le besoin, et il est tellement obligé de faire les poubelles que ce qu'il mange, ce n'est pas les produits de première qualité. Il en est malade. C'est un homme malade qui a des problèmes de digestion parce qu'il est obligé de manger des fruits pourris. Oui, il ne faut pas les thèmes. Il est malade. Et il est non seulement malade, il vient de loin, et il est pauvre, il n'a même pas de vêtements, qu'il a été obligé d'emprunter un vêtement à quelqu'un. Et toi, tu es en train d'essayer de me le juger? Alors que la première chose à faire, ça aurait été de faire quoi? Mais Rav Frisda, comment il s'appelle? Chesed. Frisda. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû l'inviter chez lui, tout de suite. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit, si tu avais été à Pompédita, je t'aurais montré ce qu'il fallait faire. Moi, le premier, je t'aurais invité. Rav Yehuda, mon Rav, il t'aurait invité tout de suite. Et toi, tu es en train de me juger? Alors, je t'ai montré que, halachiquement parlant, je savais m'en sortir. Mais tu comprends que c'est pas ça qu'il fallait faire. Tu vois l'absurdité, des fois, des choses, des gens qui sont marmérim, qui sont... Tu comprends? Et c'est ça que le Rav Kook qui te dit ici. Quand tu as enfermé la Torah au Beth Midrash, non seulement tu n'as pas réussi à dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu à l'extérieur, mais en plus, tu as réduit Akadosh Baruch Hu également à l'intérieur. Et là, on reprend. Ta'avat an-navim hi geulat Hashem. Oran shel Israël modi Hashem Hashem bameromim ubama'amakim. וכל עומק השפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתועלות אין סוף. La Géoula, c'est de ramener la grandeur à Dieu. Voilà. C'est à ça que ça sert la Géoula. Alors comment on fait? אמנם יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני. Des fois, les forces négatives réussissent à puiser dans chaque chose de ce monde extérieur. בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. C'est-à-dire, des fois, le bec au Beth Midrash, il trouve des raisons de pourquoi il reste au Beth Midrash. Il dit, mais regarde ce qui se passe dehors! Ça va pas du tout. C'est aval. ואף שהוא מקסם כזב ושקר שאין לו רגליים מכל מקום, הרי הוא נטל מזיו הקודש בגניבה. יש פה גניבה של אורות, qui a commencé avec le christianisme, on a dit, et qui des fois, malheureusement, arrive jusqu'à chez nous. והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו וממעמקי האמונה הציורית
והטהרת האידיאלי, המוסר, מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שבית האויב, סליחה, שביתה האויב והחזרתת כל נפש והרכוש אשר לקח, בעשותו כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן. La Géoula du peuple d'Israël, c'est d'arriver à libérer ces lumières-là qui ont été volées. En d'autres termes, de ramener Akadosh Baruch Hu à l'extérieur aussi du Beth Midrash. C'est tout ça le rôle. Et c'est un rôle qui a commencé avec Torah Chassidut. Lama, avec la Torah de la Chassidut. Pourquoi est-ce que ça a commencé avec la Torah de la Chassidut? Il y a très peu de choses que le Baal Shem Tov a écrit lui-même, de sa main. Une des choses dont on est sûr qu'il a écrit, c'est une lettre qu'il envoie à son frère. Son frère qui est déjà en Israël. Et on a la lettre. Et donc la lettre dans laquelle il lui explique, et c'est une des lettres les plus connues dans la Chassidut, parce que c'est là-bas qu'il lui explique qu'il a fait un rêve incroyable Shabbat Kodesh, et il dit, dans mon rêve, je suis monté Began Eden à Elion, et j'ai vu des choses incroyables, mais on m'a fait promettre de ne pas te raconter ce que j'ai vu Began Eden à Elion. Par contre, on ne m'a pas demandé de ne pas raconter ce que j'ai vu dans le Gan Eden à Tarton. Donc je peux te raconter. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu le Mashiach. J'ai vu le Mashiach, et je lui ai posé une question, je lui ai dit, quand est-ce que tu viens? Et il m'a répondu, Ersheya futsu mayonotecha achutza. Lorsque tes sources sortiront dehors. Mais c'est quoi dehors? Dehors du Beth Midrash. Que la Chassidut va rappeler au monde juif que Akadosh Baruch Hu se trouve également dehors. C'est-à-dire d'abord de manière théorique et petit à petit jusqu'à aujourd'hui de manière complètement physique. Akadosh Baruch Hu, il est tant au Beth Midrash que dehors. Ok? C'est-à-dire? Ils ont voulu par là éliminer le sectarisme. Les gens qui sont. Bien sûr. Qui apprennent. Il y a des gens qui sont que au Beth Midrash. Les autres, c'est des imbéciles, ils tu as comprennent raison. rien du tout. Tu as raison. Ok? C'est-à-dire? Il y a les femmes aujourd'hui? Non? On dirait pas, hein? Ça? Il y a peut-être un problème finalement. Oui. Le cadre, mettons, matériel du Beth Midrash, c'était un cadre, une sorte de méritza qui permettait d'être protégé de l'extérieur. Là, à l'extérieur, chaque individu, chaque Yehudi devrait être Kodesh, devrait lui être porteur de cette lumière. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et donc c'est une multitude ensuite on va dire d'écoles, d'impressions. Finalement, le risque, c'est explose. Finalement, que le point de départ de la religion juive va être l'émergence d'une multitude de spiritualités. Non, parce que c'est pas parce que chaque juif il peut dévoiler Akadosh Baruch Hu dehors qu'il le dévoile comme il veut. Il y a une tradition juive, il y a une halakha. Oui. Donc il n'y a pas de risque. C'est pas parce que tu sors du Beth Midrash que tu vas inventer un nouveau judaïsme. Moi, j'y crois pas à ça. Et pourtant, ça existe. Quoi, d'inventer un nouveau judaïsme? Il existe plusieurs avis précis. Ah, il existe plusieurs avis, bien sûr. Et bien sûr qu'il existe plusieurs avis. Mais tous ces avis, tant qu'ils sont ancrés de halakha, ils sont légitimes. Ils ne sont pas tous... moi, je ne vais pas suivre tous les avis. Moi, je vais suivre l'avis de mon rave. Mais tous les avis, tant qu'ils s'inscrivent dans la halakha, dans la tradition juive, alors ils sont légitimes. Je donne un exemple. Il y a des avis divergents entre le monde Haredi, par exemple, et le monde Dati Leumi, de savoir est-ce qu'il faut dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Certains disent oui, certains disent non. Mais ceux qui disent oui dans le monde sioniste religieux, sur quoi ils s'appuient? Sur le même texte. Sur la halakha, les rishonim, l'acharonim, le Talmud. Ok? Ceux qui disent non, sur quoi ils s'appuient? Sur des halachot, des rishonim, des acharonim, du Talmud. C'est-à-dire que
on n'est pas d'accord sur la façon dont il faut comprendre les textes, mais on a les mêmes textes, si on est honnête. D'accord? Par opposition au monde libéral, par exemple. Le monde libéral, en quoi n'est-il pas légitime pour nous? Ben, il n'est pas légitime parce qu'ils vont étudier le Talmud, mais ils le prennent quand ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, c'est-à-dire quand ils ne sont pas d'accord, ils disent, bah, ça, il est marqué comme ça dans le Talmud, non, on n'est pas d'accord, non, on pense autrement. Et ça devient illégitime, parce que tu ne t'inscris plus dans la suite de la transmission. Mais tant que tu es dans la suite de la transmission, on peut avoir des avis qui divergent, parce qu'on a compris différemment le texte, mais on donne au texte et à la transmission de la tradition la même importance. C'est-à-dire que ni un mec avec une kippa sruga, ni avec un mec avec une kippa shrora, il peut dire « Ah, Rambam Amar, par Patli ». Je m'en fous. Non. Si le Rambam il a dit un truc et que ça ne te plaît pas, le seul moyen, que tu sois sioniste religieux ou haredi, le seul moyen que tu as de contrer le Rambam, c'est d'amener un autre Rishon qui n'est pas d'accord avec le Rambam. Ainsi, tu peux dire, ok, donc l'avis du Rambam c'est ça, mais l'avis de Nachmanide, du Ramban c'est ça, donc moi je suis possède comme le Ramban. Et là c'est légitime. Tu comprends? Donc, j'ai pas de crainte. Am Israël, il sort du Beth Midrash avec tout ce qu'il a appris au Beth Midrash. Il est bien armé. Et comment Même comme ça marche pas forcément. Parce que, au final, même s'ils vont s'appuyer sur le Rif, le Roche ou le Rambam, par exemple, j'avais posé la question à plusieurs rabbinim lorsque j'étais justement à Yad Mordechai, et Shiva Hamadit, eh bien, sur Yerushalayim, j'étais surpris qu'on ne fasse pas le Hallel. J'arrive là-bas, etc. Ils m'ont dit non. Et j'ai dit, mais c'est qui alors le Gadol Hador? À l'époque, c'était le Rav Odia Yosef. Pour eux, c'était. Mais le Rav Odia Yosef, il était possède qu'on fasse le Hallel. Je dis, comment se fait-il? C'est lui que vous suivez, alors on doit faire le Hallel. Oui, mais parce que la politique. Donc pour eux, la politique. Donc ça s'appelle pas honnête. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si on est honnête. Non, mais même. Ça a l'air, donc il y a des gens qui sont pas honnêtes. C'est-à-dire, on Nous peut aller pousser la chose. C'est incroyable. Ça a l'air. Mais si on est honnête, Dévoiler un cadre beaucoup à l'extérieur, c'est un gros problème. Un gros problème, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on était chez les goïms. Or, quand tu tu as raison. Quand tu vas au milieu des goïms, Tu as raison. automatiquement, leur façon de faire, comme le christianisme, l'amour... Mais tu as raison, 100%. Tu dis comme on a vécu chez les Goïms pendant 2000 ans, c'était difficile de sortir du Beth Midrash. Maintenant, quand on arrive ici, en Eretz Israël, et on arrive de 120 pays différents, chacun avec sa façon de voir les choses, etc. C'est également très difficile. Alors moi je dis qu'à la 10e génération, dans nos enfants, ce sera un truc israélien, mamash israélien. Bezrat Hashem. Mais maintenant, pour le moment, c'est l'intégration. On essaye de s'accorder tout ce qu'on connaît avec tout ce qu'on a porté comme bagage de l'extérieur. Bon, Bezrat Hashem, on va y arriver. Amen, va amen.